pense qu'un média, c'est un engagement en réalité. C'est un engagement démocratique, réellement. Quelle que soit la rédaction, il y a ce travail de hiérarchisation de l'information et de choix d'angle sur les sujets. Le choix d'un angle, c'est l'inverse de la neutralité. Salut, c'est Thomas Rozek. Sans euphémisme aucun, le monde des médias français a passé une sale semaine. En quelques jours, on a vu se bousculer les mauvaises nouvelles pour les rédactions. Fermeture de celle de Grazia, plus de 300 suppressions de postes et des dizaines de pigistes virés chez Next Radio TV qui possède BFM et RMC, entre autres. Grosse tension sur l'emploi à l'équipe, restructuration lourde en vue aux Parisiens et j'en passe. La presse n'allait pas très bien avant la pandémie, ça pour le coup c'est un euphémisme. Le confinement et les pertes de revenus qu'il a entraîné n'a pas aidé. Mais dans tout ce marasme, il y a d'autres structures plus jeunes, plus petites qui tirent leur épingle du jeu. Parmi elles, nos camarades de Street Press qui depuis 11 ans tiennent avec ténacité la ligne engagée, ouverte et rigoureuse qu'ils se sont fixés. Avec ces dernières semaines une vraie consécration, leurs enquêtes sur les groupes Facebook où des policiers s'échangent des saillies toutes plus racistes les unes que les autres ont à la fois accentué la mobilisation contre ces dérives et poussé le gouvernement à réagir, très timidement, certes. Ça nous a donné envie de remonter l'histoire de ce site pas comme les autres. Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et pour raconter les dessous de l'aventure Street Press, j'ai passé un coup de fil à son fondateur, Johan Weiss, qui après des débuts chez Proche-Orient.info dans les années 2000, a donc initié le site qui a vu le jour en 2009. En fait, Street Press, c'est une histoire assez perso en réalité au début. C'est que je me suis retrouvé un peu par hasard à être journaliste en étant étudiant. C'était mon job étudiant. Et du coup, moi, j'avais pas fait d'école de journalisme. J'ai appris le journalisme en le pratiquant. Et du coup, en me formant sur le tas avec d'autres journalistes qui me disaient, qui me donnaient des conseils, qui m'orientaient, qui me disaient quand je faisais quelque chose de pas rigoureux ou voilà. Et en fait, ça va de pair avec le fait d'aller sur le terrain tout de suite, très vite, sans filet et d'être confronté, en fait, comme je couvrais beaucoup les banlieues et les quartiers populaires, à beaucoup de monde qui me disait on te répond parce que t'es jeune et t'es fort sympathique, mais on te fait pas confiance et on fait pas confiance aux médias de manière générale pour raconter la réalité que nous vivons. Et ça, c'est un truc que je me suis pris en pleine face comme jeune journaliste. J'avais 19 ans. J'arrivais avec cette volonté chevillée au corps de raconter la complexité de la vie des gens. Et on me disait que non, en fait, on ne faisait pas confiance dans ce que je représentais pour le raconter. Et ça, c'est grave. Et c'est grave. Et c'est pas grave de le penser, mais la conséquence de cette situation, elle est grave parce que si toute une partie de la communauté républicaine des citoyens n'ont pas de médias ou de sources d'informations dans laquelle ils ont confiance, comment est-ce que tu te positionnes justement comme citoyen sur les questions essentielles, sociétales, politiques, institutionnelles, si tu fais pas confiance en fait au moins à un média pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de ta ville ou à l'autre bout de la France ou dans le monde entier, et ben en fait tu te mets aussi à l'écart du débat démocratique. Et tu as aussi un autre bug ou un autre enjeu fondamental qui est l'enjeu de la représentation. Si tu penses qu'aucun média ne représente ce que tu vis, ne porte tes questionnements dans le débat public, tu es aussi en retrait de la société. Et du coup, je pense que les médias, on a ce rôle-là, et de représenter et d'animer le débat démocratique. Et pour y arriver, on doit avoir la confiance de nos lecteurs. Ce gap énorme entre l'investissement que je pouvais mettre dans cette chose qui est plus qu'un métier, qui a un rôle démocratique, et le discrédit total en fait que j'avais en face de moi, alors que ça m'a vraiment montré qu'il y avait un truc à faire qu'il y avait un besoin, c'est pas un truc à faire, c'est qu'il y avait vraiment un besoin de monter des espaces médiatiques qui aient la confiance de leurs lecteurs, notamment sur une cible jeune et plus populaire. C'est comme ça que ça a démarré. Et Street Press, c'est jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui a beaucoup évolué en tâtonnant, mais toujours avec cet aiguillon qui est de dire comment est-ce qu'on garde la confiance entre toute une partie de la population qui fait plus confiance aux médias, souvent pour de bonnes raisons, et un média qui est Street Press. Au moment de sa création, c'est quoi le modèle sur lequel tu te bases pour démarrer Street Press ? Quand on démarre Street Press en 2009, déjà, c'est un modèle très simple, très roots, très basique. Moi, je vais voir ma banque et je leur dis, voilà, je veux refaire ma salle de bain, prêtez-moi un peu de caillasse. J'étais presque diplômé, j'avais pas encore le diplôme, j'étais encore à l'école de l'ESSEC et c'était mon business plan, si tu veux. C'est-à-dire que j'avais pas fait de dossier, j'ai juste été récupérer 5 000 € à la banque et on a démarré avec rien en réalité. Du coup, on avait des moyens qui étaient limités. On était 3 journalistes. Au tout début, on était 3 auto-entrepreneurs. On est en décembre 2009 et on se payait
voilà, quelques centaines d'euros par mois. Et en fait, on avait créé très vite ce que nous on appelait une rédaction ouverte. C'est-à-dire que tous les lundis soirs, les lecteurs pouvaient venir proposer des sujets. On avait des conférences de rédaction. C'était une conférence de rédaction qui ressemblait à un gros brainstorming finalement. Tout le monde avait la parole, proposait des sujets et on essayait de créer une intelligence collective physiquement avec une trentaine de personnes dans une salle de conférence de rédaction. Et l'idée, c'était que les gens repartaient avec des missions si on pensait qu'ils avaient aussi les épaules assez larges ou ils étaient coachés toujours par un des trois qu'on était. On produisait pas mal de vidéos, des petites vidéos pour raconter et on cherchait aussi beaucoup d'angles décalés. On essayait toujours c'était vraiment des marqueurs les premières années de Street Press, essayer de travailler l'angle inverse de celui qu'on pouvait trouver dans les médias classiques et installés. C'était important parce que on est en 2009 et l'offre d'information pour ce que nous on appelait les jeunes, la nouvelle génération, c'était vraiment très limité. En 2009, Combini ça n'existe pas et les seuls médias jeunes c'était finalement Fun Radio et Énergie et Skyrock. Donc c'était pas des médias d'information à destination de jeunes adultes. Et du coup, dans le traitement de l'information, tu avais beaucoup les médias, en fait, parlaient des jeunes que comme des objets. On parlait finalement, quand on parlait des problématiques des étudiants, on parlait aux parents qui devaient payer les loyers des enfants, qui devaient se débrouiller un prêt étudiant pour leurs gamins, qui étaient déjà des jeunes adultes en réalité. Donc on avait quand même cette volonté d'autonomiser cette jeunesse-là et de créer un média qui lui parle réellement, directement, sans le filtre, notamment des parents. Et du coup, il y avait cette volonté souvent d'inverser le regard et d'inverser l'angle. C'est un truc qui était vraiment un fil rouge et un marqueur de Street Press à ses débuts. Ça passait par ces grosses conférences de rédaction qui étaient des énormes brainstorming ou des grands débats un peu sans fin à chercher la bonne idée, le bon angle, le truc qu'on n'avait vraiment pas lu ailleurs. Moi, j'ai le souvenir, en tant que lecteur de Street Press à ses débuts, d'un aspect qui n'existe peut-être plus forcément maintenant, qui était un peu plus critique vis-à-vis des médias classiques et de la formation des journalistes. Justement, il y avait une forme de revendication de faire émerger d'autres profils que ceux qu'on trouvait justement dans les écoles de journalisme, et avec cette légère tendance à la reproduction sociale que ça comporte. Je me rappelle notamment d'une interview d'un directeur d'école de journalisme à qui l'un des journalistes de Street Press soumettait les fameuses questions du QCM de culture générale que tous les étudiants connaissent et se sont fadés en concours d'école de journalisme, qui était un exercice un peu absurde de maxi-connaissance. Il y avait ce côté un peu critique aussi de la sphère médiatique. Bon, d'abord, tu me fais plaisir parce que l'interview de directeur du centre de formation des journalistes, qui est maintenant le boss de Reporters sans frontières d'ailleurs, c'est moi qui l'avais faite. Et c'est vrai qu'il y avait un malin plaisir à aller voir le patron d'une école de journalisme, qui était finalement ce qui était une des institutions auxquelles on s'opposait à Street Press. Évidemment, on disait et on dit toujours que c'est important qu'il y ait des lieux où on enseigne des méthodes journalistiques, mais en même temps, c'est des vrais lieux de reproduction sociale. Et ce QCM de culture générale, qu'on ne peut réussir qu'à force de bachotage et de cours préparatoires privés et aussi d'une culture générale qui est vraiment un bagage social et un bagage socioculturel qui est réservé à une certaine élite, ça incarnait beaucoup de choses. Et le pied de nez ou l'angle, c'était vraiment de poser ce QCM au patron de l'école, et je crois qu'il a répondu à 0 ou 1 question sur les 10 qu'on lui a posées. Donc il a eu tout faux. Et je me souviens très bien de la réaction derrière cet article, et c'est là où on touchait quelque chose, c'est-à-dire que l'article, on fait l'interview, il est un petit peu gêné aux entournures quand on lui fait le quiz, mais il répond, et quand on sort le papier, qui est-ce qui sonne pour me dire de changer la titraille? Le patron en question de l'école de journalisme, qui appelle quand même un jeune journaliste pour lui dire de changer son titre. Ce qui est, je trouve, fort de café quand on enseigne la liberté d'expression et la presse. Et oui, sur ce que tu dis du journalisme et de la nécessité de l'ouvrir, je pense que la première chose qui nous a défini à Street Press, c'était qu'on crée une rédaction ouverte. Et en fait, on a vu tout de suite une chose qui était énorme comme un éléphant dans la rédaction, c'est que quand on ouvrait la rédaction pour l'ouvrir à des gens qui étaient des lecteurs, et au début, en fait, tous les gens qui rentraient dans nos conférences de rédaction, c'était les mêmes. Et donc, le fait d'ouvrir, ça ne suffit réellement pas pour créer une réelle diversité. Pourquoi est-ce que c'est important une réelle diversité dans un média? C'est pas pour faire joli, c'est pas pour que sur la photo de la rédaction de Street Press, on puisse dire regardez, on est divers, etc. Quand tous les journalistes dans une rédaction ont vécu la même vie, les mêmes études, les mêmes quartiers, le regard qu'ils vont avoir, les sujets qu'ils vont apporter seront tous les mêmes.
Or, nous, ce qu'on voulait chercher et ce qu'on veut chercher à Street Press, c'est des choses qu'on lit pas ailleurs. Donc, si on recrute les mêmes journalistes qu'ailleurs, on a un réel problème. Et du coup, c'est pour ça qu'on a monté au début des ateliers de formation au journalisme qu'on montait dans plein de quartiers de la périphérie autour de Paris. C'est des petites semaines de formation à la caméra, au montage, etc. On a vu que c'était pas ça transformait pas en termes de gens qui faisaient des sujets construits, etc. Et du coup, on a décidé de monter un truc qui a été lancé en 2012 qui s'appelait la Street School, qui a duré jusqu'en 2019. Et ce qui est assez fou, c'est que ça a réellement formé plus d'une centaine de jeunes et t'as 20, 30 parmi eux qui sont des journalistes reconnus, qui font des trucs vraiment forts et qui ont gardé dans leur plume une part de cet ADN Street Press qui va chercher, qui est un peu plus démerde, qui lâche rien et qui va chercher des sujets qu'on voit pas ailleurs. Tu as mentionné un terme important tout à l'heure, c'était le terme d'engagement. Est-ce que Street Press c'est un média engagé ? En fait, alors évidemment, mais je pense qu'un média c'est un engagement en réalité. C'est un engagement démocratique réellement. Quelle que soit la rédaction, il y a ce travail de hiérarchisation de l'information et de choix d'angle sur les sujets. Le choix d'un angle, c'est l'inverse de la neutralité. C'est comment est-ce qu'on va se positionner par rapport au sujet parce qu'on pense que c'est là qu'il y a quelque chose à dire, là quelque chose à montrer que les autres n'ont pas montré ou qui va apporter une information supplémentaire à nos lecteurs, qui va peut-être bousculer les lecteurs dans leur manière de penser et notre rôle est aussi de les amener à se poser des questions et leur apporter des informations qu'ils n'ont pas déjà. Si on leur apporte que des informations qu'ils ont déjà, notre utilité est réellement limitée. Donc je pense que cet engagement-là, c'est la base de la création d'un média. Et du coup, je pense que c'est assez logique que Street Press soit un média engagé. Et en réalité, je pense qu'un média qui n'est plus engagé est un média qui se meurt, soit parce qu'il se meurt parce qu'il n'a plus de mission, soit parce qu'il est renvoyé dans le rayon de l'entertainment et du coup de l'infotainment et de l'information qui nous fait passer du bon temps ou qui nous scandalise ou qui nous émeut. Et c'est pour ça que Street Press est logiquement engagé. Mais je pense que ça fait partie de l'esprit même de la création d'un média que d'être engagé. Il y a un sujet qui est toujours emmerdant pour les journalistes, c'est de parler d'argent, parce que c'est pas notre sujet préféré, mais quand même, quand on est un média indépendant, la question se pose forcément, parce que cette indépendance, elle a toujours un coût. De quoi vit Street Press aujourd'hui ? Parce qu'en plus, il y a eu l'année dernière tout un mouvement justement pour renforcer Street Press, et ça s'est passé, si je me souviens bien, par le soutien de ses lecteurs et de ses lectrices. Oui, aujourd'hui, on a 2300 lecteurs et lectrices qui soutiennent Street Press financièrement. Un tiers d'entre eux nous soutiennent chaque mois. Donc certains font des dons annuels ou ponctuels, et un tiers de ces 2300 supporters de Street Press, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, nous soutiennent chaque mois avec un don mensuel de 2, 4, 6, 12, 40 euros par mois. C'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière, qui est essentiel pour un média indépendant, c'est de dire à nos lecteurs, depuis 10 ans, on vous informe, ça vous plaît peut-être un petit peu, vous trouvez qu'on a une certaine utilité, on a besoin que vous soyez avec nous, à nos côtés, et si on souhaite rester un média accessible à tous et gratuit, il est important que toute une partie de nos lecteurs mettent la main à la poche. Sinon, l'autre option, c'est de devenir payant, mais ça va exclure de la lecture du média les gens qui n'en ont pas les moyens et qui sont en grande partie notre cible. Du coup, ce modèle-là, on l'a impulsé l'an dernier. C'est un modèle qui est un boulot de chaque instant. En fait, c'est assez proche d'aller convaincre des lecteurs de s'abonner. Sauf que, en face de l'abonnement, vous avez quelque chose d'assez tangible, qui sont des articles, des documentaires, des photos, et que nous, en face de l'abonnement, quand dans le métier on appelle le membership, donc à partir du moment où le lecteur devient supporter de Street Press, en face on n'est pas grand chose. Malgré tout, on aura beau dire, c'est quand même plus simple de vendre de l'abonnement que du membership. Donc c'est un combat de tous les instants. Aujourd'hui, c'est grosso modo 1/5 de notre budget annuel, le soutien de nos lecteurs. Le reste de nos revenus, c'est de la prestation de production de contenu vidéo et magazine en marque blanche. Je pense que la clé réelle du développement de Street Press, c'est le soutien des lecteurs. C'est cette confiance dont tu parlais qui, d'après toi, fait que maintenant des infos aussi viennent à vous. Je pense à ces révélations toutes récentes de ces groupes Facebook.
tous les prétextes sont bons pour ces gogoles, c'est sans cerveau, c'est ramassis de chiottes, fini à la pisse. Une pouffe en appelle une autre, plein le cul de ces racistes anti-blancs. Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays, les gauchias puants et les immigrés, elle aurait dû rester sur le trottoir cette pute. Alors c'est un groupe qui est composé de 8000, un peu plus de 8000 personnes, essentiellement des gens qui sont dans la police nationale, police municipale. Qui sont venus évidemment par le travail des journalistes, mais aussi j'imagine par le fait que vous êtes identifié comme étant crédible pour porter ces sujets-là. Oui, Street Press je pense, est perçu comme crédible sur un certain nombre de sujets. Alors, pas sur tous les sujets sociétaux, mais sur un certain nombre de sujets sociétaux et politiques, de la droite radicale au féminisme, aux violences policières, aux questions de vie urbaine, par exemple. C'est aussi parce que les journalistes de Street Press, en général, traitent une ou deux thématiques. Finalement, chaque journaliste traite une ou deux verticales d'information chez nous, et du coup aussi prennent le temps de cultiver des sources, de passer du temps sur le terrain. Ce qui est intéressant dans toute notre conversation, c'est que toi, tu m'emmènes depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que c'est une somme de choses qu'on a construites en 10 ans qui font qu'aujourd'hui, alors là, cette semaine, la semaine dernière et depuis 2 semaines, on parle de violences policières. Le premier sujet sur les violences policières qui est paru sur Street Press, on a regardé il y a quelques mois, il date de 2013. Il a été fait par un stagiaire qui aujourd'hui est le rédacteur en chef de Street Press, qui du coup, après avoir traité une première affaire de violence policière pendant son stage à la rédac en 2013, on a traité une seconde parce que finalement les gens se passent le mot, les informations circulent dans un quartier, etc. Et on rappelle le même jeune journaliste. Aujourd'hui, on a, je pense, 120 articles qui traitent de violences policières sur Street Press. En fait, toutes ces histoires-là, en fait, ça crée une grande histoire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se positionner aussi sur la grande histoire et avec une certaine crédibilité. Donc effectivement, il y a ce truc-là où Street Press est un média engagé avec une communauté et aussi un média qui est reconnu. C'est un truc qu'on a construit petit à petit, un média reconnu dans les informations qui sortent. Il y a encore un an et demi, il y a un an et demi avant qu'on lance en fait ce modèle de financement par les lecteurs, honnêtement, c'était très difficile. À titre personnel, je ne savais pas où on allait et je ne savais pas ce qu'on allait faire. Et j'ai demandé de l'aide à des potes journalistes que j'estimais beaucoup, en leur disant venez, on se prend des cafés, vous m'aidez à réfléchir et tout. Et j'ai un pote qui me dit Joe, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu prends une feuille, tu prends ton café tout seul et tu m'écris comment tu veux voir Street Press dans 4-5 ans. Et tu fais comme si tu m'écrivais un article sur Street Press, t'es l'Obs, t'es n'importe quoi, et tu me racontes Street Press dans 5 ans. Et ce que je lui ai raconté, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce que je lui ai raconté, c'est que je lui ai dit, voilà, en fait, à force j'avais dû faire un titre, genre le Street Press, le média qui nanana, et du coup, il m'a forcé à me dire, qu'est-ce que tu veux devenir? Et je lui ai dit, voilà, Street Press, moi, ce que je lui ai écrit, c'est, en fait, on arrive à créer des changements. Un média a un rôle si des gens se reconnaissent dedans. Et si le média a un impact et réussit à faire que sa voix porte dans le débat public et crée des changements. Et donc, je lui ai raconté une histoire qui ressemble grosso modo à ce qu'on a vécu la semaine dernière, avec du coup un ministre de l'Intérieur qui doit se positionner, un ministre de l'Intérieur qui doit réagir, qui doit faire des annonces. Alors, tout n'est pas gagné là-dessus, évidemment, mais je pense que Street Press a réussi et je pense que le fait que depuis un an, en fait, on a plus de 2000 lecteurs qui nous soutiennent et on va aller au-delà, on doit aller à 10 000 dans 2 ans. Mais ce fait d'avoir les lecteurs qui soient avec nous, en réalité, ça m'enlève déjà une épine du pied économique, puisque les lecteurs qui nous soutiennent chaque mois, en fait, on a des visibilités et on sait qu'on sera là dans 6 mois grâce à eux et dans 1 an parce que leurs dons vont pas s'arrêter à la fin du mois. Et deuxièmement, en fait, ils investissent chez nous finalement un peu de leur argent et de leurs économies. Et du coup, nous, on a un moteur et un focus qui est un petit peu moins sur l'économique et plus sur notre mission. Et du coup, ça nous permet de dédoubler, de vraiment démultiplier notre énergie sur l'éditorial et nos engagements et d'arriver à un moment donné à sortir des infos qui vont avoir un impact sur la société, dans la représentation que les gens se font du débat public, et puis à arriver à des changements sociétaux réels. Et un média engagé a ce rôle-là de représenter les questionnements et de porter dans le débat public les questionnements et les attentes des lecteurs, en racontant ce qui se passe, en racontant le réel, évidemment. Et je pense que les médias, c'est de l'artisanat et c'est des petites équipes. Les médias indépendants en ligne, c'est des petites équipes. Et du coup, parfois, c'est difficile. Il faut le reconnaître aussi. On a raconté beaucoup de choses fortes et utiles qu'on a pu faire à Street Press, mais il faut aussi reconnaître les moments d'hésitation. On ne sait pas trop où on va. C'est pas une ligne. Il y a plein de choses qui se suivent et quand on fait l'histoire en grand, on raconte cette histoire, mais c'est aussi des passages à vide, des moments difficiles où on s'engueule, on n'est pas d'accord entre nous.
parfois on est un peu démotivé aussi. Faut aussi reconnaître ça. Et d'ailleurs, pour soutenir Street Press, c'est sur le site streetpress.com, /soutenir. Ça aussi, c'est facile à retenir. Merci à Johan Weiss pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de donner de l'amour et un peu de sous, si vous pouvez, à vos médias préférés. Et à demain pour un nouvel épisode.